Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur la page Vivre avec un cancer du poumon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'approche patient-centrique et pour m'accompagner, j'ai deux personnes de qualité. Laure Guéroux-Acolas, bonjour. Bonjour. Et Camille. Bonjour Julie. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet du patient-centrique, est-ce que vous pouvez vous présenter? Laure, peut-être tu peux commencer. Alors donc moi je m'appelle Laure Guéroux-Acolas, je suis la fondatrice de l'association Patients en réseau. Je suis une ancienne patiente cancer du sein et c'est suite à cette expérience que donc on a créé l'association avec un concept de réseaux sociaux, donc avec mon réseau cancer du sein. Et puis comme ça a montré son intérêt, on a créé depuis 2017 mon réseau cancer du poumon. Très bien. Camille, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Alors bonjour à tous, du coup moi je suis atteinte depuis 2016, septembre 2016 d'un cancer du poumon métastatique et je suis assez présente sur Instagram parce que j'ai voulu montrer aussi qu'on pouvait vivre correctement avec un cancer métastatique en 2020. 21 21 maintenant, exactement. Plus de 7000 personnes qui te suivent sur ton compte Instagram. On vous a posé la question du patient centrique et vous avez été plus de 60% à ne pas savoir ce que c'était. Est-ce que vous avez une idée, Camille? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'approche patient centrique? Honnêtement, non. Bon alors, Laure, peut-être un petit éclairage sur cette approche? Je pense qu'effectivement, d'abord, c'est une approche qui n'est pas du tout quelque chose qui est évidente pour les patients parce que je crois que quand on est patient, on est d'abord sous le choc d'un diagnostic puis des traitements. En fait, ce que ça représente, c'est patient-centric, c'est plutôt l'évolution des réflexions pour mieux accompagner, mieux prendre en soin les patients. Ça veut dire qu'en fait, les équipes de soins, les professionnels, les laboratoires pharmaceutiques, au lieu de penser que à leur métier, ils vont essayer de se dire qui est la personne malade et comment on va mieux faire pour l'accompagner dans son parcours dans la maladie. Donc en fait, c'est ça l'idée du patient-centric, c'est de se mettre, en attention autour des besoins du patient. Et ça représente aussi une autre évolution, c'est que avec les évolutions des parcours de soins, des nouvelles thérapies, le fait qu'il y a beaucoup de thérapies orales, etc., les patients deviennent de plus en plus, ce qu'on dit, c'est acteurs de leur maladie, acteurs de leur santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont souvent être aussi plus dans l'interaction, aller chercher de l'information, poser des questions, vouloir comprendre, vouloir se préparer à un examen, à un traitement. Et ça, je pense que c'est un peu générationnel. C'est aussi une nouvelle approche avec ce qu'on appelle la décision partagée. C'est-à-dire que souvent, les médecins aujourd'hui, ils vont chercher à vous donner des éléments de compréhension de ce qui se passe pour vous en tant que patient. Et du coup, on va demander au patient s'il a compris et s'il a aussi des préférences dans par exemple, une étape dans son parcours de soins. Et ça, c'est assez nouveau et ça se construit petit à petit avec les patients. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment une évolution dans ce sens-là. Et nous, en tant qu'association de patients, évidemment, on pousse très fort vers cette évolution parce que je pense que ça change tout pour les gens d'être finalement bien dans leur peau, bien dans leur vie, même s'il faut faire face à une maladie et à des traitements. Et c'est un peu ça qui se joue dans cette idée de patient-centric. Bon, on va rentrer plus en détail au cours de l'émission. C'était très clair. Merci beaucoup. Laure, Camille, ça fait quand même une petite vision très claire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, conformément à la charte AstraZeneca, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Alors, on va commencer peut-être avec Camille. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été diagnostiquée? Tu nous as dit que c'était en 2016. Oui, en septembre 2016, en fait, alors que j'étais interne en chirurgie dentaire à Brest, j'avais des douleurs au dos depuis plus de 6 mois, enfin ça traînait, mais comme je passais pas mal d'examens dans le cadre de mes études, je me suis pas attardée sur mes douleurs, je m'écoutais pas tellement en fait, à vrai dire. Mais j'étais absolument pas fatiguée, enfin vraiment je pensais pas du tout au pire, enfin à 26 ans, j'étais sportive, je buvais pas, je fumais pas, enfin j'avais aucun facteur de risque en soi pour, enfin vraiment les facteurs de risque
les plus connus du cancer du poumon. En tout cas, je ne cochais pas les cases. Et finalement, de fil en aiguille, donc au départ, je me faisais traiter par mes collègues, tout ça. Puis en fait, on se rendait compte qu'il n'y avait rien. Enfin, j'avais une minerve parce qu'on pensait que j'avais un torticolis, parce que je commençais vraiment à avoir de plus en plus mal. Et puis, en fait, c'est la biopsie osseuse au niveau d'une de mes vertèbres qui a tranché. Et là, j'ai découvert mes résultats toute seule parce que j'étais à l'hôpital sur mon ordinateur et je savais que les résultats étaient tombés. Donc, je suis allée voir sur la plateforme des patients. Et donc là, j'ai vu l'impensable, que c'était une métastase osseuse. Et on ne connaissait pas encore l'origine à ce moment-là. Le statut de la tumeur était en cours. Donc là, j'appelle mon oncle médecin qui me dit qu'il y a des cancers qui se soignent bien maintenant et que, par contre, si c'est le poumon, c'est plus grave, etc. Et donc là, 3 jours plus tard, j'apprends que c'est le poumon. Et donc là, forcément, sur le coup, le jour du diagnostic, où j'ai appris tout ça, j'ai pensé à mon enterrement, j'ai pensé que c'était fini parce que j'étais couverte de métastases de la tête aux pieds. En plus, lorsque ça se développe chez le jeune, c'est quand même beaucoup nous disent parfois oui, mais tu vas avoir de meilleures défenses, etc. Mais en fait, pas tellement parce que quand ça se développe justement. Et en fait, donc la première nuit atroce, et puis dès le lendemain matin, j'ai créé un groupe sur Facebook pour donner des nouvelles à mes proches parce que c'était la première chose à faire en fait, parce que tout le monde appelait mon mari maintenant, tout le monde appelait mes parents, tout ça, et en fait on a besoin de se mettre dans un cocon et dans une bulle et j'ai eu besoin de me recentrer en tout cas sur moi et sur toutes les personnes autour de moi. Donc moi, j'avais pas consulté des associations à ce moment-là. J'avais vraiment besoin on m'avait dit de pas regarder sur Internet, parce qu'on a tendance à faire vraiment, sur Internet. Du coup, dans le cadre je faisais ma thèse sur les cancers ORL, et du coup, j'avais vu à un moment donné la tête de mon oncologue d'ailleurs actuel, et j'avais vu 5% de survie à 5 ans. Je m'étais dit mais c'est pas possible. Et en fait, après coup, je me dis mais je suis toujours là, ça fait 5 ans, et il n'y a pas du tout de. En fait, chaque cancer est différent. C'est pas parce que à l'époque, je sais pas s'il faut que je parle de ça, mais c'est vrai que ça m'avait fait peur sur le coup, et je regrette pas de pas avoir regardé à ce moment-là les pronostics ou quoi que ce soit. Donc, je me suis lancée dans le combat dès le lendemain. J'ai accepté assez vite en fait. J'ai pas voulu, je voulais pas perdre de temps. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment à 26 ans ? Tu ressens forcément au départ, c'est l'injustice, la colère. Tu te dis pourquoi moi ? Forcément, tout le monde se pose cette question. Je pense quand on vient d'être diagnostiqué d'une maladie comme ça, pourquoi ? Et puis moi, je me suis dit mais c'est pas possible que la vie s'arrête, donc elle va pas s'arrêter. Et je me suis mis ça dans la tête. Et pendant tous mes traitements, jamais je lisais les effets secondaires. J'allais droit au but, je réfléchissais pas. J'ai repris le boulot. Rien m'arrêtait parce que j'avais décidé que ça serait comme ça. Après, on n'a pas tous les mêmes traitements, etc. Mais c'est vrai que j'ai un peu fait l'autruche sur certains sujets. Et les seules personnes à ce moment-là à qui je pouvais parler, en fait, c'était mes amis oncologues, radiothérapeutes, parce que je pouvais pas parler à mes proches, en fait, parce que les gens vont avoir de l'empathie, de la pitié, alors qu'on n'a pas besoin de ça, en fait. On a besoin de. Moi, j'avais juste besoin à ce moment-là d'avoir les réponses à mes questions. Donc, c'est vrai que les plateformes comme tu as créé, du coup, c'est top. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas du tout ces assos, tout ça. On va en parler plus en détail. Peut-être une question avec tes proches. Oui, comment ça s'est passé ? Parce que tu n'as pas voulu forcément leur en parler, parce que aussi tu avais des proches qui étaient oncologues, médecins. Ouais. Mais comment ça s'est passé vraiment avec peut-être ta famille ou tes amis qui ne sont pas du tout dans le milieu médical ? Alors, ma famille, en fait, ce qui est marrant quand je leur en parle maintenant, ils ont été forts, mais ils sont convaincus d'avoir été hyper forts. Mais en fait, moi, je les entendais parler dans mon dos. Parfois, j'entendais à chaque fois que ma grand-mère ou ma maman voyait ses amis, comment elle va, Camille, ça va ? Et rien que d'entendre ça, ça me mettait hors de moi. Évidemment que j'allais bien. C'était pas possible d'entendre ça. Et donc, avec du recul, en fait, il a fallu que je fuis la maison parce que j'en pouvais plus. C'était maman, je pense qu'elle avait peur que je me suicide à chaque fois qu'elle partait faire des courses. Donc du coup, j'étais dans ma chambre et elle revenait tout le temps pour voir si j'étais toujours là. Mais en fait, c'est le rôle d'une maman. Enfin, moi, maintenant, je suis maman. Il arriverait ça à mon fils, mais il me surcouvait, en fait. Par contre, à contrario, j'avais le droit de regarder toutes les émissions absolument débiles à la télé, de choisir le programme. Voilà, tu avais des passe-droits. Tu avais des passe-droits. Complètement. La machine à laver directement, s'il fallait la vider, j'étais là, oh, ça va pas.
Bon, ben voilà, il faut trouver les côtés un peu positifs. Laure, est-ce que tu peux nous raconter des choses sur l'association, comment tu l'as créée, comment ça s'est passé? Effectivement, mon réseau cancer du poumon, ça a été très intéressant. C'est des médecins qui sont venus nous voir, qui nous ont dit c'est pas mal ce que vous avez fait pour le cancer du sein, et nous, dans le cancer du poumon, il n'y a rien. Ouais. Et aujourd'hui, il y a de l'espoir à partager. Et certains patients ont vraiment besoin de pouvoir échanger entre eux. Parce que ce que tu viens de dire, Camille, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. C'est le fait que le cancer du poumon, c'est quand même pas une maladie dont on parle facilement. Sa représentation est très négative. Donc, il y a beaucoup de patients qui veulent justement pas trop en parler à leurs amis ou à leur famille parce que ce qu'on leur renvoie, c'est pas ce dont ils ont besoin. Et en fait, ça, ils le vivent entre eux, ils le ressentent entre eux. Et donc, de pouvoir échanger entre patients, ça permet ça. Ça permet de comprendre ce vécu, cette espèce de décalage entre moi, j'y crois, je réponds bien au traitement, j'ai envie de bosser ou de faire mes projets, alors que tous les autres autour sont effarés. Et donc, donc voilà, l'histoire elle est intéressante parce que c'est vraiment les médecins qui nous ont dit il y a besoin d'un espace pour les patients, il y a besoin d'une association de patients. Il y en a plusieurs, hein, bien sûr, mais en tout cas, nous, avec notre projet donc, de réseau social qui est donc disponible sur ordinateur ou par appli, ça permet aux gens, quel que soit leur lieu de vie, quel que soit leur lieu de soins, d'avoir un premier espace comme ça. L'autre chose que je trouve aussi intéressante et qu'on retrouve beaucoup dans notre réseau, c'est qu'on a tous l'image du cancer du poumon qui est lié à un fort tabagisme et qui va toucher plutôt quelqu'un d'âgé. Donc, bien sûr, c'est le premier facteur de risque du cancer du poumon. Donc, il y a bien sûr des gens qui ont ce profil-là, hein, qui ont un cancer du poumon. Mais il y a quand même 20% des gens qui n'ont pas du tout ce profil-là, qui n'ont jamais fumé, par exemple. Et, voilà. Et donc, en fait, là, il y a une errance, ce qu'on appelle une errance diagnostique. C'est exactement ce que tu décris. On a mal, etc. On tousse, on a un truc. Mais ça traîne. Et puis, personne ne pense à aller regarder du côté d'un cancer du poumon. Et ça fait partie des choses aussi qu'on doit absolument faire savoir pour que les gens fassent attention à une douleur qui s'installe ou quelque chose de bizarre qui s'installe, de consulter pour ça et également de sensibiliser par exemple les médecins traitants sur le fait que c'est pas parce que je suis mignonne, que je suis une jeune femme, que j'ai l'air en pleine santé que peut-être il n'y a pas un truc à vérifier. Donc on a envie de dire vérifier avant de dire que c'est pas possible. Parce que une des difficultés dans ce cancer du poumon, c'est qu'il est encore diagnostiqué très tard, puisque 2/3 des patients sont diagnostiqués en phase métastatique. Donc c'est quand même beaucoup plus embêtant, beaucoup plus compliqué. Et on pourrait faire de grands progrès, notamment par exemple avec le dépistage, et on espère qu'il va se mettre en place en France avec les nouvelles recommandations. Tout à fait. Et l'association, donc, elle s'adresse aux patients, mais aussi aux aidants et aux professionnels de santé? Alors, pas du tout aux professionnels de santé. C'est vraiment une association de patients et de proches pour les patients et pour les proches. Par contre, on s'appuie sur un comité scientifique avec des médecins et on est en échange très régulier avec aussi des groupes coopérateurs, etc. Donc, mais par contre, il n'y a pas du tout, par exemple, de soignants qui vont répondre aux patients. C'est pas du tout l'idée. Par contre, donc, les personnes vont s'inscrire soit en tant que patients, soit en tant que proches. Parce que là aussi, je trouve que Camille le disait bien, parfois on a besoin de cette parole entre patients pour être cash, poser ses questions, savoir comment ça s'est passé ce traitement, cette opération, etc. Et du côté des proches, c'est pareil. Parfois, justement, les proches, ils se font beaucoup de soucis. On vient de diagnostiquer mon fils, mon père, ma fille, mon mari, etc. Où ils peuvent avoir des questions. Et du coup, de pouvoir avoir un espace pour eux, où ils peuvent échanger entre eux. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que tout le monde a accès aux mêmes infos, aux mêmes adresses utiles, aux mêmes événements. Donc on peut aussi aider les proches à jouer leur rôle de proche. C'est-à-dire, voilà, vous aimez, et en même temps, parfois, les patients, ils sont confrontés au traitement, ils n'ont pas forcément le temps d'aller voir où est-ce qu'ils peuvent trouver une assoce, où est-ce qu'ils peuvent faire de la gym, enfin, pour ceux qui ont besoin ou envie de faire des choses avec d'autres. Et du coup, ça peut aider les proches pour qu'ils puissent jouer ce rôle d'aller chercher des infos pratiques. Tout à fait, hein, il y a 11 millions d'aidants en France, donc voilà, c'est sûr que c'est quelque chose à ne pas négliger. En quoi l'association a changé ta vie?
Alors, elle a changé ma vie parce que je ne m'occupe que de ça. Et de ma famille quand même, bien sûr. Mais en fait, avec la déclinaison de ces projets, c'est vraiment devenu une activité à temps plein. Ce que je trouve assez extraordinaire avec l'association et en fait, tous les patients toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui m'aident à la faire vivre, c'est qu'on a une place assez intéressante qui est à l'interface. C'est-à-dire que nous, on peut parler directement aux patients. On peut observer ce qui se passe, écouter leurs besoins, mais aussi on peut parler aux soignants, on peut parler aux laboratoires pharmaceutiques. En fait, tout ça, on a la possibilité d'interagir. Et du coup, on essaye de co-construire beaucoup de projets avec aussi des patients, experts, patients, partenaires. Donc en fait, c'est des personnes qui ont été malades, qui ont eu envie de s'engager souvent et qui, pour certaines, peuvent accéder à des formations et qui peuvent du coup, j'allais dire, jouer un rôle pour faire évoluer par exemple le patient-centric. Tout à fait. Camille, est-ce que tu es engagée? Tu fais partie d'une association ou pas du tout? Je suis pas mal engagée sur du coup, les réseaux, je parle pas mal de tout ça et du coup je parle aussi de la GPA. Mais je pense à toutes ces personnes qui du coup sont vraiment en souffrance parce que n'ont pas pu avoir, continuer leur projet que n'importe quel couple peut avoir, jeune couple peut avoir. Oui, donc tu es très en... Je suis peut-être assez investie là-dessus. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu parles à tes sœurs de combat? On parle beaucoup de sœurs de combat, ouais. ou pas que les sœurs, hein, des frères de combat aussi. Tu échanges Oui, bien sûr. Après, je me protège énormément, moi, sur Instagram, parce que le problème, Instagram, ça a des avantages et vraiment aussi des inconvénients. Il faut faire très attention parce que les gens sont tentés de comparer tous les cancers, tous les traitements, qu'est-ce que tu as toi, qu'est-ce que tu... Et en fait, voilà, on n'a pas forcément la même mutation, le même type de cancer et il faut vraiment faire attention. Et moi, je me protège parce que, même là, au cabinet, j'avais un commercial qui m'a dit « Ah bah oui, ma maman, elle a le même cancer que toi, mais elle va pas bien en ce moment. » Et parfois, en fait, je tombe des nues, je me dis « Mais je comprends qu'il y ait des maladresses qui soient... Voilà, on en fait tous. » Mais du coup, les gens ne se rendent pas compte parfois. Même si je parais forte, il y a forcément des moments où je doute et où j'ai peur. Et du coup, entendre certaines choses comme ça, j'ai pas besoin d'entendre ça. Je vais bien, mais... Donc si toutes mes sœurs de combat commencent à me raconter, je me ménage vraiment par rapport à tout ça parce que... Non mais normal de prendre du recul. Ouais. Laure, en quoi la place du patient elle est fondamentale dans le parcours de soins? Déjà parce que c'est le premier concerné par ce qui se passe et les enjeux sont considérables. Hein. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de se dire qu'on a une médecine qui est de plus en plus pointue, de plus en plus technique, que les patients dans leur parcours, en fait, vont rencontrer énormément de gens différents. Donc, en fait, ça devient extrêmement compliqué aussi pour un patient de suivre ça. Et là où on essaye aussi d'être attentif avec notre association et nos réseaux et l'accueil qu'on essaye de réserver sur ces réseaux, c'est que certaines personnes, elles ont besoin d'être aidées pour ça. Et probablement, d'ailleurs, dans les centres de soins, par exemple à travers les soins de support, ou si on pouvait avoir parfois une aide pour ne serait-ce que se repérer dans l'hôpital, comprendre qui est qui, c'est compliqué. Et je trouve qu'on en demande aussi beaucoup aux patients. On lui demande de comprendre beaucoup de choses, on lui demande d'être capable de s'organiser. Quand on voit tous les examens, tous les rendez-vous, il y a des gens qui sont super bien organisés, d'autres pas, quoi. Et en fait, là, effectivement, il y a des gens qui vont soit y arriver, avoir les ressources, soit être aidés par leurs proches pour certaines questions, et d'autres qui sont tout seuls et qui ont besoin d'être peut-être plus aidés. Et ça, actuellement, c'est rude. Et puis, on est dans une période compliquée avec l'épidémie de la Covid qui renforce énormément l'isolement des patients, j'allais dire, dans leur parcours. On n'est pas accompagné, on ne peut pas venir accompagner, on a beaucoup moins de visites ou pas de visites du tout. Les centres d'info-patients, la majorité de leurs... soit sont fermés, soit la majorité de leurs propositions sont fermées. Et les associations de proximité, pareil. Donc, il faut quand même voir que c'est très difficile. Et je crois qu'il ne faut pas oublier d'être à l'écoute de ces besoins aussi des patients. Et toi, Camille, est-ce que tu te sens investie dans ton parcours de soins? Alors, je suis investie dans le sens où je suis mon traitement. Après, je ne suis pas la patiente la plus disciplinée de la Terre. Donc, je fais quand même très attention, mais je pourrais m'améliorer. Camille, quelle est ta plus grande victoire face à la maladie? Du coup, ma plus grande victoire, sans aucun doute, c'est l'arrivée de mon fils il y a 2 ans.
Et de continuer à vivre normalement, en fait, parce que je vis complètement normalement. Et ça, je pense que c'est essentiel de le dire. Enfin, voilà. Laure, qu'est-ce que l'association vraiment apporte aux patients si on devait leur conseiller à la communauté Vivre avec un cancer du poumon de s'inscrire sur mon réseau cancer du poumon? Eh ben, en fait, ça permet, si on a envie, de pouvoir mettre sa maladie quelque part. D'échanger avec des gens qui sont tous concernés. Il n'y a strictement aucun tabou, on peut parler voilà, de tout ce qu'on veut, mais aussi éventuellement de sa maladie, les questions qu'on se pose. On peut retrouver des informations aussi un peu plus pointues. Par exemple, s'informer sur les essais cliniques. Il y a énormément d'innovations thérapeutiques dans le cancer du poumon. Donc, tout en restant à notre place, on essaye aussi d'apporter un peu ces éléments parce que ça circule plus ou moins bien en fonction de l'endroit où on habite, où on est soigné. Donc il y a une idée d'être un peu démocratique aussi dans cet accès à l'information. Beaucoup de soutien, ça rigole vraiment beaucoup sur mon réseau cancer du poumon. Sincèrement, forcément, dans une communauté de patients, il y a des hauts et il y a des bas. Et ce qui est très émouvant pour moi, c'est de voir à quel point les gens s'entraident. Et l'autre chose, c'est que par exemple, là, on a lancé un challenge avec Kipling, qui est une start-up qui fait, en fait, c'est une appli qui nous aide à faire des petites équipes. Donc, les patients sont de toute la France, de différents cancers, ou que du cancer du poumon, ou que du sein, etc. Et en fait, on a des challenges pour marcher un peu plus, mais il y a aussi un peu de jeu. Et du coup, alors que franchement, en ce moment, c'est pas facile de bouger, que surtout quand on est fatigué ou on est après une grosse opération, etc., c'est pas évident de se lever de son canapé. Mais ça aide à travers le fait qu'on est en équipe, à travers le fait qu'on est ensemble et qu'un jour un tel va marcher plus et prendra un peu d'avance sur celui qui est fatigué, mais aussi le côté jeu, le côté compétition. Finalement, ça permet de passer des bons moments et de bouger. Et ça fait du bien au moral et au reste. Merci beaucoup à toutes les deux. Peut-être avant de conclure, j'ai une dernière question à vous poser à toutes les deux. Si vous aviez un message à faire passer à la communauté Vivre avec un cancer du poumon, quel serait-il, peut-être même en cette période un peu compliquée, quel serait votre message donc, pour les patients et les aidants qui nous suivent? Moi, je dirais de garder espoir, tout simplement, parce que voilà, les traitements évoluent, comme je te disais tout à l'heure, et je trouve que vraiment, on a tendance à coller au mot cancer l'étiquette tout de suite de mort. Et en fait, non, il y en a plein qui se sortent de leur cancer, il y en a plein qui vivent avec. Et on peut très bien vivre avec un cancer du poumon aujourd'hui. Merci Camille. Oui, moi c'est vraiment la même chose, hein, de partir déjà dans l'idée de l'espoir, d'être en confiance et en dialogue avec son équipe de soins. Ça, je pense que c'est très important aussi. Et puis de ne pas rester seul. Si on a envie d'échanger avec d'autres, ça peut vraiment faire du bien. Merci à toutes les deux pour toutes vos réponses. Merci à vous de nous avoir suivis sur la page Vivre avec un cancer du poumon. N'hésitez pas à repartager cette vidéo. À très bientôt.